Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette table ronde virtuelle organisée par le think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest OATI avec le soutien de l'ambassade d'Irlande au Sénégal. Alors, la rencontre de ce matin a pour thématique défis à l'éducation des filles, la précarité menstruelle en milieu scolaire. Et donc, cette rencontre intervient dans le cadre d'un partenariat de Wati et l'ambassade d'Irlande qui consiste à mettre la priorité sur les problématiques d'éducation en Afrique de l'Ouest. Et c'est le deuxième rendez-vous d'une série qui va se poursuivre tout au long de l'année 2024. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un des défis à l'accès à l'éducation des filles, à leur maintien à l'école il s'agit de la précarité menstruelle en milieu scolaire et cette table ronde virtuelle va nous permettre d'explorer justement ce défi spécifique à l'éducation des filles dans la région ouest africaine et elle vise la mise en lumière de la façon dont ce phénomène affecte l'éducation des filles et leur maintien à l'école, tout en mettant l'accent sur les opportunités et les meilleures pratiques qui peuvent inspirer un changement positif. Et donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Juliabi, qui est le directeur exécutif de Wati, pour son propos introductif. Merci Mariem pour ce mot de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un bonheur de vous retrouver autour des rendez-vous d'échange de Wati. Merci à nos panélistes qui seront présentés tout à l'heure par Mariem Cissé. Je vais être très rapide dans ce mot d'ouverture. Peut-être juste trois choses. D'abord, bien sûr, remercier l'ambassade d'Irlande qui nous accompagne à Wati tout au long de cette année sur le sujet de l'éducation. Comme vous le savez peut-être, l'Union africaine a décidé de faire aussi de cette année 2024 l'année de l'éducation. Un choix qui nous semble être particulièrement heureux parce qu'à Wati, on pense que ce thème de l'éducation est absolument central. C'est en fait le plus important pour l'avenir de nos sociétés en Afrique de l'Ouest, mais en fait pour l'avenir de tout le continent, qui est le continent, j'allais dire de loin le plus jeune du monde. Et donc tout ce que nous allons faire pour changer les systèmes éducatifs, pour faire circuler des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, mais aussi le savoir-être, les comportements, tout cela va forger l'avenir de nos sociétés. Donc, tout ce qui concerne à nouveau l'éducation nous concerne particulièrement et nous sommes heureux que l'Irlande, qui a aussi investi massivement dans le domaine de l'éducation et en particulier de l'accès égal des garçons et des filles à l'éducation, nous accompagne dans ce travail de discussion, de réflexion collective sur les enjeux éducatifs en Afrique de l'Ouest. Je voudrais dire aussi, je pense que Mariam l'a rappelé, le premier événement, le 1er février dernier, dans le cadre de cette relation, il portait sur l'accès des filles, en particulier au STEM, donc sciences techniques, ingénierie et mathématiques, et aussi, de manière générale, la place des STEM dans les systèmes éducatifs. Et au cours de cette discussion, où on avait invité plusieurs personnes de plusieurs pays de la région, le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal, l'Irlande, qui avait aussi partagé son expérience, on s'était rendu compte assez vite dans la discussion qu'on ne pouvait pas parler de STEM et en réalité ne pas parler d'insécurité. Dans le cas du Nigeria, où pour aller à l'école, déjà, quel que soit ce qu'on va y apprendre, il faut être en sécurité. Donc, il y a question de violence, de risques liés aux zones d'insécurité. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas parler d'accès à l'éducation et d'éducation des filles sans parler des conditions économiques des parents. Il faut pouvoir nourrir les enfants. On ne peut pas apprendre les mathématiques et en fait, on ne peut rien apprendre si on a le ventre vide. Et donc, dans toute cette discussion, on voit que dès qu'on parle d'un sujet, en réalité, on arrive à parler de sujets qui sont périphériques, mais qui sont en fait absolument essentiels puisqu'ils sont déterminants pour le sujet principal. Et cela nous conforte aussi dans le choix qu'on a fait à Wati depuis le début d'être un think tank qui travaille sur toutes les questions à la fois, parce qu'on ne peut pas séparer les questions politiques, sécuritaires, économiques, sociales, éducatives, sanitaires. Elles sont toutes liées.
Et le dernier mot peut-être que je pourrais avoir pour cette introduction, c'est qu'évidemment, l'un des obstacles à l'éducation des filles et qui ne saute pas nécessairement aux yeux des garçons et des hommes et peut-être même des décideurs dans nos pays, c'est la question de l'accès, du maintien à l'école, des apprentissages lors des périodes de règles, donc de menstrues. Et évidemment, c'est un obstacle tout à fait concret et tout à fait important à l'accès à l'éducation des filles et à l'accès à l'apprentissage. Et je pense que les discussions, la discussion qui va suivre va nous permettre d'en apprendre davantage et j'espère aussi de faire en sorte que les décideurs au plus haut niveau soient beaucoup plus conscients de l'importance de répondre, disons, à cette précarité menstruelle en milieu scolaire et d'en faire un axe majeur de leur politique d'éducation qui doivent être connectés à nouveau à toutes les autres politiques publiques. Et c'est le lieu vraiment de remercier à nouveau nos intervenants en soulignant que Wati, c'est aussi la valorisation des hommes et des femmes qui font des choses, qui réfléchissent bien sûr à l'état de nos sociétés, mais qui sont aussi dans l'action. Il n'y a pas de séparation entre l'idée et l'action et des personnes qui font des choses dans le sens de l'intérêt général pour le bien commun, en fait, pour les autres. C'est aussi vraiment la vocation que nous nous sommes donnée, faire connaître ces personnes et leur donner la parole. Et donc, merci à nouveau d'avoir accepté l'invitation de Wati et merci à nouveau à l'Irlande de nous accompagner dans ces discussions qui vont se poursuivre tout au long de cette année et en fait aussi au-delà de cette année 2024 parce qu'à nouveau, la question de l'éducation, elle est fondamentale pour l'avenir de nos sociétés. Merci à toutes et à tous et donc, excellente discussion. Je repasse la main à Mariam. Merci beaucoup, Gilles, pour ces propos introductifs. Juste rappeler aux personnes qui nous suivent qu'on est actuellement en live sur Facebook également, en plus de cette session sur Zoom. Et comme Gilles l'a rappelé, on va parler d'un sujet qui est important, qui est la précarité menstruelle en milieu scolaire, qui constitue un des obstacles à l'accès à l'éducation des filles à l'école, mais aussi à leur maintien et à leur réussite scolaire. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, selon le Fonds des Nations Unies pour la population, la précarité menstruelle désigne les difficultés de nombreuses femmes et filles à se payer des protections hygiéniques à cause de leurs faibles revenus. Et à ces difficultés-là viennent s'ajouter les difficultés d'accès à l'eau et aux installations sanitaires dans les établissements scolaires qui contribuent à l'absentéisme scolaire des filles. Et ce sont ces obstacles-là qui poussent un certain grand nombre de filles à ne pas se rendre à l'école pendant cette période, souvent rendant le risque de décrochage élevé chez les filles. Et donc, pour parler de cette question, on a avec nous deux panélistes. Yaï Fatoumata Leye, qui est diplômée en ingénierie des travaux de planification et gestion de projet. Elle est spécialisée dans la gestion de projets et de programmes de développement axés sur les droits des femmes et des filles. Avec une expérience de plus de 5 ans dans le développement, elle a travaillé sur le plaidoyer pour l'exercice des droits des femmes et des filles, notamment sur la réforme de l'article 111 du Code de la famille relatif au mariage d'enfants et l'application relative de la loi 99/05 interdisant les mutilations génitales féminines au Sénégal. Elle s'intéresse particulièrement aux questions de santé reproductive, notamment la santé et l'hygiène menstruelle. Et actuellement, elle est chargée de programme à Kitamba, qui est une entreprise sociale qui ambitionne de mettre à la disposition des familles à revenus modestes des serviettes hygiéniques lavables à des prix compétitifs, ce qui remplacerait les serviettes hygiéniques jetables et contribuerait à résoudre la problématique du maintien des filles en milieu scolaire. Merci beaucoup, Fatoumata, d'avoir accepté cette invitation. On a également avec nous Jerry Azilinon. Donc, Jerry, qui est le secrétaire général de l'association Yewi, qui est une association créée en 2020. Et Yewi veut dire libérer, qui mène des actions pour lutter contre la précarité menstruelle au Sénégal, qui constitue un obstacle, comme on l'a rappelé tout à l'heure, au bien-être des femmes et des filles et qui touche 500 millions de femmes dans le monde entier et qui fait rater à 45% des Sénégalaises l'école selon les chiffres de Speak Up Africa. Donc, je vais sans plus tarder, donner la parole à Fatoumata, qui est notre première intervenante et qui va nous parler un peu de la façon dont la précarité menstruelle affecte l'éducation des filles et de comment cela se manifeste. Fatoumata? Alors, en attendant que Fatoumata nous rejoigne plus tard, on va donner la parole à Monsieur Jerry Azélignon sur la même question. Quelles sont les principales causes de la précarité menstruelle chez les jeunes filles en milieu scolaire? Comment cela se manifeste et comment cela affecte la participation des filles à l'école et leur réussite scolaire? Jerry? Mais donc, bonjour à tous et à toutes. C'est un très grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin justement pour pouvoir discuter de cette question qui tient à cœur à Yewi Association et qui est même la raison de notre naissance, de la naissance de l'association qui a été montée il y a 2 à 3 ans.
par Aïcha Rassoul Sen. Donc, du coup, Yehui intervient justement sur les questions de précarité menstruelle, mais sur également les questions de sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive, parce qu'on se dit que justement, c'est deux domaines qui vont de pair, qui sont complémentaires et qui ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a remarqué déjà, c'est que la précarité menstruelle, aujourd'hui, ses principales causes, c'est la pauvreté. Déjà, c'est la pauvreté et le manque d'éducation. Je m'explique, on a l'habitude de le dire, nous, de manière terre à terre aujourd'hui, lorsque vous voyez une population euh, qui a besoin de manger, ou en tout cas qui a un besoin primaire de se nourrir, de se vêtir et tout ça. Il faut comprendre que justement, la priorité de ces gens-là ne va pas être de mettre de l'argent de côté pour justement investir dans je n'ai pas envie de dire un outil, mais dans une ressource qu'ils considèrent être du luxe. Et aujourd'hui également, il y a un gros problème de manque d'information parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas que ce soit les hommes autant que les femmes, alors que la question des menstrues, ce n'est pas qu'une question de femmes, c'est une question de société. Et autant que nous sommes des hommes et des femmes dans cette société, c'est une question qui, du coup, sur cette base-là, nous concerne tous. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque aussi, c'est que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi les menstrues. On a pour habitude de dire qu'il n'est pas de la responsabilité seule de la femme de maîtriser son cycle et de savoir comment compter son cycle. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, on a forcément des sœurs qui sont à côté de nous, on est appelé à être époux, à être parents et tout ça. Et donc voilà, nous, les principales causes qu'on voit déjà, premièrement, c'est cette question de ressources, mais également cette question du manque d'information, du coup, qui sont les deux gros freins sur lesquels justement nous, on essaye de travailler à travers nos différentes actions. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se manifeste dans le milieu scolaire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans des pays où même s'il y a une grande concentration au niveau des capitales, il y a également une grande partie de la population qui reste dans les autres régions et dans les zones rurales qui ne sont pas urbaines. Et dans les zones périurbaines, également, il y a il y a un niveau de pauvreté qui ne dit pas son nom non plus, parce que justement, les populations qui viennent des zones rurales se retrouvent là-bas, parce que c'est un peu le mi-chemin entre le luxe qu'ils idéalisent en ville et justement les situations précaires qu'ils ou elles ont laissées dans le monde rural. Et donc, du coup, ça fait qu'on crée une autre zone périurbaine qui est une zone où la précarité est présente, où les inégalités sont présentes, où les problèmes de santé, les problèmes d'accès aux soins sont présents parce qu'il y a une pléthore, il y a un pléthore de personnes qui ne peuvent pas être prises en charge par les structures, qu'elles soient sanitaires, éducatives, qui sont sur ces places-là. Comment est-ce qu'elle se manifeste en milieu scolaire aujourd'hui? C'est que, comme le savent tous, les règles durent voilà, en moins de 5 à 1 semaine. Donc, du coup, dans la plupart des écoles ici, vous serez même étonné parce que je pense, on parle toujours de la zone rurale, mais moi-même, en zone urbaine ici, les écoles qui ont des toilettes ou en tout cas qui ont des espaces où les femmes ou juste les jeunes filles peuvent se changer ou voilà, ou peuvent avoir un accès libre et hygiénique à leur corps ou à un espace où elles peuvent se changer durant les règles, on les compte. C'est peut-être les écoles privées voilà, qui font un peu plus d'efforts et tout ça, mais dans les structures publiques ou dans les plus grandes structures, celles qui sont les plus nombreuses, c'est très dur lorsque vous rentrez dans ces lieux-là, justement, il n'y a même pas d'endroit pour satisfaire convenablement à ses besoins. Et je pense qu'il y a également quelque chose que les gens ne prennent pas en compte, même avant d'arriver à la question des menstrues. Il y a juste la question de pouvoir se soulager au quotidien. Je pense que les systèmes humains sont faits de telle sorte que les hommes ont peut-être une plus grande facilité à pouvoir se soulager, peu importe la configuration. Sauf que ce n'est pas la même chose pour les femmes qui, elles, en fonction de la configuration, peuvent même être plus facilement sujettes à des infections, juste en fonction de comment est-ce que l'endroit est entretenu, comment est-ce qu'il est et tout. Et donc, ça, c'est même déjà des questions primaires avant même d'arriver aux questions des menstrues. Donc, vous avez des personnes vous avez des jeunes filles qui nous avouent que lorsqu'elles ont envie de se soulager, elles préfèrent attendre la récréation pour aller dans une maison à côté ou pour rentrer chez elles. Donc, c'est-à-dire qu'elles retiennent cela toute la journée. Et je pense que je ne suis pas médecin, mais je pense que logiquement, c'est quelque chose qui ne devrait pas être recommandable de retenir justement lorsque s'investit lorsqu'on a envie de se soulager. Donc, on parle de cette base de se soulager. Maintenant, je vous laisse imaginer le stress que ça doit être et ce que ça implique lorsqu'il faut du coup avoir un espace hygiénique où il faut déposer ses choses, où il faut se changer, ou voilà. Donc, c'est encore une autre complexité qu'on ajoute au fait que la structure qui est là
n'a pas un cadre sanitaire idéal. Ça pousse les jeunes filles à quoi? À rater en moyenne 3 à 5 jours de cours chaque mois lorsqu'elles voient leur menstru parce que le vivre à l'école, c'est une torture. L'autre chose, c'est que le personnel enseignant, ou même les infirmeries et tout ça, ne sont pas sensibles à cette question-là, ou alors les traitent comme des questions de caprice, non pas la pédagogie qu'il faut, parce que pour moi, c'est également une question de pédagogie. On n'est pas en train de parler du fait que vous avez votre fille à la maison et tout ça. Non, vous êtes un enseignant, et un enseignant, au-delà d'être un apprenant, bah justement, il enseigne également la vie de tous les jours. Et donc, du coup, il faut une pédagogie avec laquelle traiter ces questions-là. Ce manque de pédagogie fait que lorsque les jeunes filles elles voient leurs règles pendant les cours, elles ont honte d'aller demander à l'enseignant si elles peuvent aller se changer, parce que déjà, elles ne sont pas sûres de la réponse que l'enseignant va donner, de comment est-ce qu'il va réagir. Et souvent, la réponse de l'enseignant les transforme en risée de la classe. Et personne, justement, à cet âge-là où on est si fragile, où justement, on sait à quel point on a envie et besoin de s'affirmer dans son collège ou dans son lycée, parce que je pense que chacun de nous a été dans des collèges ou dans des lycées, c'est un âge auquel on a envie de s'affirmer, voilà. On ne veut pas être la risée des gens. Donc, du coup, c'est déjà un premier frein. Donc, ça fait qu'elles n'ont pas envie de dire et elles préfèrent rester à la maison lorsqu'elles comprennent que leur cycle est en train de venir. Si on fait le calcul, ça fait que 3 à 5 jours en moyenne, on va faire une moyenne de 4. 4 fois 12, ça nous fait 48 jours. Donc, c'est-à-dire qu'elle rate 48 jours de cours. Si on va sur le principe que par journée, on a en moyenne 6 et 8 heures de cours par jour, on va rapidement faire le calcul. Ça fait 48 jours de cours fois 6 heures. Ça fait 288 jours, 288 heures de cours que quelqu'un a. Donc, on va arrondir même à 300. Donc, le quantum horaire au Sénégal, s'il doit être respecté, il tourne autour de 900 heures. 300 heures représentent un tiers de 900 heures. Donc, c'est-à-dire, à cause du manque de cadre sanitaire ou le manque de pédagogie pour permettre justement à ces jeunes filles-là de vivre convenablement leurs règles qui sont déjà, même sans toutes ces questions sanitaires-là, qui sont déjà dures à vivre et qui sont éprouvants déjà émotionnellement et physiquement. Donc, du coup, on leur rajoute encore d'autres, on leur rajoute encore d'autres obstacles à ça et ça les oblige à rater un tiers du processus pédagogique. Et à ça, derrière ça, on s'attend quand même à ce qu'elles aient de bons résultats parce que si jamais elles n'ont pas de bons résultats et qu'elles ne ramènent pas de bons résultats, l'argument qui va être sorti, c'est quoi? Ah oui, mais on a toujours su qu'investir sur une femme, ce n'était pas bénéfique et que leur place est à la maison. Non, c'est que l'investissement que vous faites que nous faisons sur les femmes en tant que société, bah, c'est juste un mirage. Ce n'est pas un investissement qui va au bout, ce n'est pas un investissement qui prend en compte justement tous les besoins pour les mettre dans les conditions idéales pour justement profiter de cette opportunité qu'on est censé mettre à leur disposition. Donc, je vais m'en arrêter là et j'imagine qu'au cours de la discussion, on pourra rentrer plus profondément dans d'autres sphères. Merci beaucoup, Géry, pour ces premiers éléments qui nous permettent quand même de saisir un peu de cette façon chiffrée-là, de se dire qu'elle rate quand même 48 jours de cours, 300 heures du quantum horaire qui constitue un tiers. Ça nous permet de réaliser en quelque sorte à quel point il est important de plus discuter de cela et de trouver des solutions à cette problématique. Alors, on a Yaye Fatoumata de retour qui va poursuivre son intervention par rapport aux causes de cette précarité menstruelle-là et comment cela affecte la participation des filles à l'école. Fatoumata? Merci Mariem. Par rapport à cette question sur les causes de la précarité menstruelle en milieu scolaire, je peux déjà dire que la prise en charge de la gestion de l'hygiène menstruelle est très limitée en milieu scolaire. Au niveau des écoles, les adolescentes et les jeunes filles n'ont pas assez de moyens et peinent à gérer leur menstrues à cause de l'absence d'un dispositif adéquat. Et quand je parle de dispositif adéquat, je veux nommer la problématique de l'accès aux protections hygiéniques, la disponibilité déjà au niveau des écoles. Quand on prend la problématique aussi, on analyse la problématique, il y a les sanitaires qui ne sont pas adéquates, il n'y a pas d'eau potable dans les écoles, les toilettes sont défectueuses et des fois pas propres, donc pas favorables à une bonne gestion de l'hygiène menstruelle. Il y a également l'absence de médicaments ou bien d'antidouleurs, de médicaments génériques, d'antidouleurs ou même de fer pour accompagner
les jeunes filles parce que en tant que femme, on sait que pendant cette période, les jeunes filles et nous tous, nous éprouvons nous ressentons des douleurs qui peuvent être supportables pour les unes et qui ne peuvent ne pas l'être pour les autres. Donc tout ça, ça fragilise la prise en charge de la précarité, de la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Il y a aussi l'insuffisance au niveau de l'accompagnement. Parce que, hormis les jeunes filles qui ont la chance d'avoir quelqu'un, un proche issu de la famille ou bien même un membre de leur entourage qui peuvent leur donner des conseils ou bien même des orientations par rapport à comment elles doivent gérer leur menstru. Donc, ces jeunes filles-là devraient pouvoir avoir en milieu scolaire une assistance, que ça soit une assistance psychologique pour les jeunes filles qui viennent de voir leurs règles pour la première fois. Peut-être elles vont être perturbées, donc elles auront besoin d'une assistance psychologique. Même les jeunes filles qui ont déjà commencé à voir leurs règles ont besoin d'un accompagnement en termes d'information. Et vous voyez que dans les écoles, même les infirmeries ne sont pas fonctionnelles. Il n'y a pas de personnel bien formé et bien préparé à recevoir les jeunes filles et à les accompagner. Tout cela, ça rentre dans la cause des précarités menstruelles. Et un aspect important qui exacerbe cette précarité mensuelle et surtout par rapport à la disponibilité des protections, c'est l'insuffisance de moyens financiers, de ressources financières pour les familles. Les jeunes filles sont généralement, surtout celles qui sont dans les écoles publiques, sont généralement issues de familles à revenus faibles ou intermédiaires. Donc, elles peinent même à satisfaire leurs besoins primaires, surtout les besoins liés à la santé et à l'éducation de leurs filles. Donc, pour cela, je pense que c'est un facteur qui vient exacerber cette précarité menstruelle au niveau scolaire. Et par rapport à comment cette précarité menstruelle affecte la participation des jeunes filles, je vais parler d'abord de l'absentéisme que mon prédécesseur a évoqué tout à l'heure. Donc, les jeunes filles, pendant cette période, il y a des jeunes filles qui n'ont pas de protection et donc qui ne peuvent pas venir à l'école. Donc, perdre 5 jours et ne pas suivre normalement son cursus pendant ces 5 jours. Si on multiplie ça par 9, ça va faire beaucoup de retard. Donc, ça va certainement affecter le cursus scolaire et bien évidemment, avec des perturbations qui vont impacter négativement les résultats. Il y a des cas où on note une total abandon des études. Par exemple, si on prend le cas des jeunes filles, une jeune fille qui se tâche à l'école, donc normalement, elle aura honte de retourner à l'école. Donc, je peux donner un exemple par rapport à cela. J'ai une cousine qui se trouve au niveau de Thiès. Donc, elle était tellement brillante, mais elle a dû abandonner parce qu'elle avait des douleurs. Elle a arrêté l'école à la classe de 3e. Elle avait des douleurs atroces quand elle voyait ses règles. Donc, à chaque fois, ses camarades étaient obligés de prendre des taxis pour l'amener chez elle. Donc, c'est tout ce qui a fait qu'elle a finalement dit qu'elle va abandonner l'école. Et sa mère l'a soutenue par rapport à ça parce qu'elle ne trouvait pas de moyens pour aider sa fille à continuer ses études. Bon, c'est ça que j'avais à dire par rapport à cette question et tout au long des discussions, on aura d'autres aspects à ajouter. Merci. Merci beaucoup Fatoumata pour cette intervention et l'exemple que vous venez de donner. Certainement, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont dans ce cas et malheureusement qui ne sont pas documentées. Et justement, par rapport à cela, Géry, la question que je vais te poser, c'est où est-ce qu'on en est réellement dans la prise de conscience au niveau politique, mais également au niveau social, de la nécessité de réduire la stigmatisation qui entoure les règles, d'accélérer les efforts pour mieux soutenir les jeunes filles durant cette période, en particulier dans les écoles, et quel rôle peuvent jouer les écoles elles-mêmes et les éducateurs dans la lutte contre la précarité menstruelle? Déjà, la prise de conscience, je pense au niveau politique, je pense pas qu'on doit parler de prise de conscience en soi. Je m'explique parce que je pense qu'aujourd'hui, on a des instances qui sont censées employer ou en tout cas mettre des ressources à disposition de personnes qui s'y connaissent dans le milieu. Et je vois qu'il y a énormément de structures annexes
au ministère de la Femme et à plein d'autres organisations justement qui ont pour mandat la santé sexuelle et reproductive, dans laquelle du coup moi je mets cette question-là. Et je me dis qu'aujourd'hui, si ces organisations, en tout cas ces cellules n'ont pas une prise de conscience de la situation, je pense que c'est un peu grave. Ça voudrait dire que peut-être elles ne sont pas en train de respecter leur mandat. Du point de vue de la société, je pense qu'il y a encore un énorme gap du point de vue du manque de communication. Et je pense que ça, c'est lié à toutes les questions de changement social. C'est qu'on on fait une mise à l'échelle alors que les gens ne savent pas encore de quoi il s'agit. Je m'explique. Même sur les questions aujourd'hui de violence faites aux jeunes filles et aux femmes, c'est la même question. C'est qu'on est en train de mettre en place la loi qui criminalise le viol. C'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, quand on voit les cadres dans lesquels cette loi-là, elle peut être utilisée, on se rend compte que beaucoup de gens ne sont même pas au courant de cette loi-là et beaucoup de gens ne savent même pas encore définir ces points à viol. Et je pense que dans la question de la précarité menstruelle également, c'est la même chose. Aujourd'hui, il faut énormément de communication. Il faut que des cours de santé sexuelle et reproductive soient au programme dans les différentes écoles, parce qu'il faut apprendre aux gens c'est quoi les menstrues. Il faut que les gens démystifient cela. Il faut que les filles elles-mêmes aient les bonnes informations, parce que vous serez étonné du nombre de pratiques que les jeunes filles se passent entre elles en se disant « Ah oui, mais ça va t'aider, oui, mais ça va t'aider », qui sont des pratiques qui ne sont basées sur aucune base scientifique et qui sont juste des questions de bouche à oreille ou des questions traditionnelles qu'elles ont amplifiées et que chaque fois que l'une doit passer le flambeau à l'autre, rajoute son petit grain de sel qui fait qu'au final, même si de base, la première partie qu'elle était utile, excusez-moi, on se rend compte qu'au final, justement, c'est quelque chose qui est très néfaste. Il faut également que les jeunes hommes et que les garçons comprennent cette question-là, comprennent que c'est un événement, que c'est un phénomène naturel, que c'est un phénomène justement qui n'a rien de stigmatisant et que c'est quelque chose qu'ils doivent accepter parce que voilà, tel est le cas. Aujourd'hui, je pense que dans beaucoup de ménages au Sénégal et un peu partout en Afrique, vous avez des jeunes filles qui vivent leurs premières règles sans la moindre ressource. C'est-à-dire, elles ne s'y connaissent pas, elles se lèvent juste un matin, elles commencent à perdre du sang. Personne ne les a préparées à ça. Il n'y a pas eu de discussion avec les parents ou avec un membre de la famille pour leur expliquer que, ah bon, là, tu es en train de rentrer dans une période de ta vie où voilà, il y aura des changements, ça et ça et ça et ça va se passer. Et je vous laisse imaginer le choc que ça doit être pour ces jeunes filles-là de se lever juste un matin, d'avoir atrocement mal et d'être en train de perdre du sang. Et donc, du coup, pareil, aujourd'hui, vous avez des gens qui, justement, maintenant qu'elles ont compris ça, ce qu'elles font, c'est qu'elles se débrouillent avec les moyens du bord, soit avec des chiffons, certaines avec du tissu, qu'elles relavent et tout ça. Et donc, du coup, qui ne prennent pas forcément compte de tout ce qui est de l'aspect, comment dire, hygiénique et tout ça, et santé que cela regroupe. Parce que, comme je le dis déjà, bien vivre ses règles, c'est une chose. Ça n'enlève même pas la douleur. C'est-à-dire peut-être que ça vous enlève un poids mental ou psychologique que vous dites au moins, voilà, au moins je vis ma règle je vis mes règles plutôt, désolé, dans un cadre sanitaire idéal. Quand vous rajoutez justement au fait que vous n'avez pas ce cadre sanitaire idéal-là et que surtout vous vous exposez à des infections, je pense qu'on voit toute la gravité de la situation. Pour moi, aujourd'hui, le rôle que les sociétés et que les écoles peuvent jouer, c'est justement ce rôle d'éducation, parce que ce sont des relais. Aujourd'hui, on a énormément d'associations d'organisations de la société civile qui essayent de faire cette sensibilisation-là. Mais c'est compliqué parce que vous allez avoir une association qui va quitter Dakar, qui va devoir se rendre à Thiès, à Tambacounda, à Louga, qui va devoir mobiliser des gens sur place et tout ça. Et donc, du coup, c'est même des ressources. Donc, même cette mobilisation, ce déplacement, c'est des ressources. Alors que ce qu'on peut faire, c'est considérer les écoles comme des points relais. Aujourd'hui, on s'assure que dans le curriculum de l'école, il y a un cours qui parle de cette chose-là. C'est pas long, ça prend 1 heure de temps. On s'assure que le professeur, il est formé pour ça, ou alors qu'on fait venir une sage-femme ou peu importe quelqu'un justement qui maîtrise ces questions-là. L'avantage de l'école, c'est que vous avez tous les enfants là. Vous n'avez pas besoin de les mobiliser et c'est votre cœur de cible. Ils sont là, présents. On peut parler avec eux, on peut démontrer. Ils sont dans un cadre où… Parce que vous savez, souvent, lorsqu'on fait des campagnes de sensibilisation, on va se dire la vérité. Les gens, ils ont 1 heure à nous accorder. Nos campagnes durent 3 heures. Au bout d'1 h 30, les gens sont déconcentrés. Ou alors, ils attendent juste la fin pour prendre les photos, pour avoir les goodies, voilà, et pour rentrer chez eux. Alors qu'en classe, ils sont là. Ils ne peuvent aller nulle part. Ils savent que voilà, ils n'ont pas trop le choix. C'est dit comme ça, mais ils n'ont pas trop le choix. Et donc, du coup, ça fait que
ils ont naturellement beaucoup plus d'ouverture à justement écouter et à emmagasiner les informations qui leur seront partagées dans ce cadre-là. Et donc, je pense que ce sont des actions justement qu'on ne fait pas assez. Je sais que sous le couvert d'autres questions, les cours de santé sexuelle et reproductive ont été supprimés. Mais je pense que c'est des cours qui doivent être réadaptés, même s'il faut changer le nom, qu'on le change, qu'il y ait beaucoup plus d'actions qui soient faites. Même nous, à IEWI, on se rend beaucoup compte. Aujourd'hui, on fait des tournées un peu partout dans le Sénégal, on va construire des toilettes, on va partager des serviettes hygiéniques, mais parfois ça ne suffit pas. Parce que même partager, en fait, ça ne sert à rien de partager des serviettes hygiéniques à des gens qui ne savent pas comment l'utiliser et qui justement n'ont pas encore intégré le fait que utiliser des chiffons ou des morceaux les expose et expose leur santé. Donc, en fait, c'est un peu ça que je veux en dire. Même nous, parfois, au début, on va faire des actions. Quand on arrive sur place, on se dit, OK, là, on va juste donner le matériel et partir. Mais lorsqu'on commence à discuter avec les gens, on se dit, mais en fait, non. Si on part tout de suite là, le matériel qu'on a amené, il n'aura aucune utilité. Il ne va pas servir comme il doit servir. Limite, on va le jeter ou alors elles vont le garder en se disant, c'est un luxe, donc je ne vais pas l'utiliser tout de suite, alors que si, il faut l'utiliser tout de suite. Donc, en fait, je pense que c'est un peu tous ces efforts combinés-là qu'il nous reste encore à faire. Continuer, certes, tout ce qui est construction de toilettes qui sont juste adaptées pour que les filles elles puissent vivre leurs règles. Continuer tout ce qui est distribuer des serviettes hygiéniques et tout ça. Mais le plus important, c'est la rééducation des uns et des autres, autant des jeunes filles que des femmes. Et il y a une question que je n'ai pas soulevée tout à l'heure aussi, c'est qu'on se rend compte que dans beaucoup d'établissements, les toilettes filles et garçons ne sont pas séparées. Et dans certains établissements où les toilettes filles et garçons sont séparées, les toilettes des filles sont tellement bien entretenues que certains hommes, justement, passent derrière et vont utiliser ces toilettes-là au lieu de rester. Donc, en fait, tout ça aussi, ce sont des freins qui font que, voilà, si aujourd'hui, une fille, elle se soulage et qu'elle sait que de temps en temps, il y a des garçons qui passent pour venir se soulager là-bas, j'ose croire que, justement, ça ne lui donne aucunement envie, justement, de prendre le risque de se changer à cet endroit-là lorsqu'elle voit ces monstres. Merci beaucoup, Jerry, pour les différents éléments. Et le dernier point, je crois que c'est un point essentiel sur lequel, en tout cas, les écoles peuvent faire des actions qui peuvent produire des résultats, s'assurer d'avoir des toilettes construites, des toilettes différentes pour les garçons et les filles, et tout simplement assurer le suivi pour que la problématique que tu as soulevée en dernier lieu ne se retrouve pas dans les établissements scolaires. Alors, je vois qu'il y a des participants qui lèvent la main. On va juste terminer la prise de parole avec nos panélistes et à ceux qui le souhaitent, on va donner la parole pour intervenir. Donc, je donne la parole à Yaï Fatoumata sur la même question. Comment faire pour accélérer la prise de conscience au niveau politique, mais également au niveau social, et le rôle que les écoles et les éducateurs eux-mêmes peuvent jouer? Je vais d'abord parler au changement dans la communication que les organisations et les autres acteurs comme les clubs de jeunes filles à travers les centres conseils adolescents font. On note qu'il y a un léger changement. Les gens commencent à parler de la santé et de la gestion de l'hygiène menstruelle de façon plus aisante. Il y a également des particuliers qui s'y mettent et qui commencent à faire des sensibilisations de leur propre gré et à même distribuer des serviettes hygiéniques réutilisables. On en a un cas au niveau de Touba Diaksao, qui se situe à Pékin, une école où il y a une dame qui fait de la sensibilisation, bien qu'elle n'ait pas été formée, mais de par son expérience en tant que femme, elle sensibilise et appuie les jeunes filles, mais également des moyens pour mettre à leur disposition des protections hygiéniques. Il y a également au niveau des politiques, là je peux dire qu'il prend en charge carrément cette question de santé et d'hygiène menstruelle. Bon, tout ce qu'on peut noter comme avancée, c'est le fait que son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a lancé un défi à son homologue, le président du Rwanda, Monsieur Paul Kagame, sur la gratuité des serviettes hygiéniques lors de la dernière rencontre de Women Deliver à Kigali. Donc, suite à cela, on a vu le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants qui a entamé un processus par rapport à ça, un processus collaboratif pour travailler avec tous les acteurs dans
ce sens, dont Kitamba qui a été invité et convié à toutes les rencontres. Ça, c'est important. Mais l'autre aspect sur lequel, c'est un aspect très, très intéressant sur lequel on devrait pouvoir intervenir, c'est la défiscalisation des protections hygiéniques. Parce qu'on voit que les protections hygiéniques sont taxées comme des produits de luxe qui les rend chers et moins accessibles aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Également, il y a les collectivités territoriales faisant en réservant une ligne budgétaire par rapport à l'amélioration de la santé ou bien même la prise en charge de la santé et de l'hygiène menstruelle au niveau des écoles. Par rapport aussi, Mariam, au rôle que les enseignants, les éducateurs et l'école peuvent jouer, je peux dire que c'est un rôle crucial parce qu'ils peuvent être des vecteurs de changement à travers un accompagnement ou bien un appui qu'ils peuvent offrir aux organisations, surtout par rapport à la sensibilisation, mais également à la formation. On peut intégrer, et ça serait très important et intéressant, d'intégrer dans les curricula d'enseignement un module sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Dans les écoles également, il y a des instances comme les clubs EVF, les clubs d'éducation à la vie familiale. Il y a également les gouvernements scolaires qui font des activités extrascolaires importantes, mais également les associations de parents d'élèves qu'on peut ériger en point focal ou bien en relais par rapport à la sensibilisation, mais même à la formation, le partage d'expériences et l'accompagnement des jeunes filles sur la santé et la gestion de l'hygiène menstruelle. Voilà. Merci beaucoup, Fatoumata. Alors, on arrive au terme de ce premier... Mariam, excusez-moi. Oui, chérie. Oui, en fait, juste pour rajouter à ce que Fatoumata a dit, et merci d'ailleurs d'avoir abordé ce point-là, c'est la question des taxes, parce qu'aujourd'hui, avec lui, on a initié justement un travail pour que les taxes sur les serviettes hygiéniques, justement, soient levées. Et je pense que c'est justement ce sur quoi on peut appeler le gouvernement aujourd'hui, parce que si on le voit, je pense qu'il y a un exemple qui est très simple, un exemple qu'on a déjà forcément tous entendu. Aujourd'hui, on peut se procurer un préservatif à 100 francs, alors que avoir pratiquer une activité sexuelle, c'est censé être un choix, sauf dans les cas de violence, de viol et tout ça, mais on se dit que, on part du postulat que pratiquer une activité sexuelle, c'est un choix. Et donc, du coup, oui, ce serait légitime que sur ce choix-là, il y ait une taxe. Alors qu'avoir ces règles, avoir ces menstrues, ce n'est pas du tout un choix, c'est quelque chose qui est imposé à la femme. Et donc, du coup, c'est un peu ce qu'on dit, en fait. Si on prend ces deux produits-là, peut-être que la taxe devrait être inversée. Aujourd'hui, on a des distributions de préservatifs dans les lycées et dans les collèges, alors qu'on n'a pas de distribution de serviettes hygiéniques, en tout cas qui sont initiées par l'autorité étatique. Et donc, du coup, voilà, c'est sur ce genre de choses-là qu'on peut appeler les États à mettre en place les ressources, justement, à mettre à profit les ressources pour que les populations puissent en profiter. Réfectionner les écoles. Moi, j'ai l'impression quand on construit une école, on a l'impression que voilà, elle peut durer toute la vie. Non, un bâtiment, ça se réfectionne. Nos ministères, nos directions et tout ça sont tout le temps réfectionnés. Ça doit être la même chose pour les écoles et pour les hôpitaux. Mettre subventionner, autant qu'on subventionne les écoles en bic, en feuilles et tout ça, en cahiers et tout ça, subventionner également les infirmeries des écoles comment dire, en serviettes hygiéniques. Pour moi, ça doit même être un b.a.-ba, ça doit être une composante essentielle des boîtes à pharmacie dans toutes les écoles ou dans toutes les structures, en tout cas, qui accueillent des jeunes, à plus forte raison des jeunes filles et des jeunes femmes pour de si longues durées. Donc, c'était juste ce point-là que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Jerry, pour ce dernier point de plaidoyer qui est quand même très important. Je vais donner la parole à mon collègue Alpha qui va faire un peu la modération de la dernière partie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariem, de m'avoir passé la parole. Merci beaucoup justement à M. Djiri et à Mme Yaye. On va passer au deuxième tour de table, justement avec la première question qui est de savoir quelles sont les approches innovantes pour lutter contre la précarité mensuelle en milieu scolaire qui produisent des résultats efficaces. Parlez-nous de vos programmes ou initiatives efficaces que vous avez mis en place pour aider les jeunes filles à accéder à des produits mensuels, mais aussi de manière régulière et abordable. En fin de compte, quels sont les facteurs qui ont contribué, n'est-ce pas, à la réussite de ces initiatives ou encore de ces programmes? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer justement de ces initiatives pour justement les mettre à une échelle plus macro, notamment au niveau national,
ou encore au niveau régional. On commence par Madame Yaye Fatmata. Déjà, les approches que nous suggère l'école, il faut que les approches soient déjà participatives. Il faut impliquer tous les acteurs du système éducatif, mais également tous les acteurs, les organisations qui travaillent dans le domaine de la santé et de l'hygiène menstruelle, dans le domaine de la santé et de la reproduction en général. Il nous faut également un renforcement de capacité, parce que pour communiquer sur une thématique donnée, il faut avoir des informations, mais des informations fiables à partager, mais également des techniques et des astuces pour pouvoir accompagner les jeunes filles qui sont dans le besoin. Comme autre moyen aussi, il y a la mise à disposition de protection hygiénique qui est impératif. Donc, et pour cela, comme les protections hygiéniques jetables ont tendance à être chères et tout, pourquoi ne pas adopter les protections hygiéniques réutilisables qui s'inscrivent dans une durée de 1 ou 2 ans. Comme ça, nous allons réduire, contribuer à la réduction des coûts liés à ces protections hygiéniques-là. Pour les sanitaires aussi, il faut que les sanitaires soient des sanitaires non mixtes. Il faut que l'on accentue le plaidoyer, surtout au niveau des collectivités territoriales. Ils ont plus de proximité par rapport aux écoles que les structures étatiques. Donc, il va falloir qu'eux, ils soient les premiers acteurs dans cette chaîne de prise en charge de la gestion de l'hygiène menstruelle. Également, par rapport au programme que nous menons pour l'amélioration de la gestion de l'hygiène menstruelle au niveau des écoles, il y a la formation que nous faisons. Depuis 2019, nous avons formé plus de 3000 jeunes filles à la gestion de l'hygiène menstruelle, dont les 95 sont issus du milieu scolaire. Également, nous faisons des distributions de kits de serviettes hygiéniques réutilisables, marque Kitamba, et la réfection de toilettes. Nous sommes intervenus dans ce cadre au nord du Sénégal, principalement dans la commune de Pal, mais également au sud, dans la commune de Bémé. Nous créons aussi des relais communautaires. Et le rôle de ces relais communautaires, c'est de créer une relation de proximité par rapport aux jeunes filles, que ce soit des jeunes filles en milieu scolaire ou non scolaire, créer une proximité, leur faciliter l'accès aux protections hygiéniques réutilisables, mais également l'accès à des informations fiables par rapport à des conseils qu'elle octroie, mais également par rapport à la sensibilisation qu'on fait au niveau des membres de la communauté, les parents et même dans les écoles. Et pour ces actions-là, les facteurs qui ont contribué à leur réussite, je peux dire que c'est l'engagement des parties prenantes. D'abord, il y a des bonnes volontés, les organisations de la société civile. Je peux citer par exemple le LASPAD de l'UGB qui nous accompagne beaucoup et d'autres organisations. Également l'implication des principales concernées. Ça a été un facteur vraiment qui a contribué à l'efficacité, mais également à la réussite de ces actions. Et comme leçon qu'on peut tirer de ces expériences-là, je peux dire qu'il faut que l'on ait l'habitude de mettre en place des méthodes de suivi qui sont continues. Parce que si on fait une action dans une école, par exemple, si on réfectionne une toilette dans une école, on l'équipe et on fait tout, et alors qu'on ne met pas en place un comité qui va se charger de suivre, surtout par rapport aux normes qu'on doit respecter pour garder une bonne hygiène, je pense que ça pose problème. Également, il y a par rapport à ces leçons-là, l'implication de tous les acteurs. Les jeunes filles, on fait les actions pour elles, on fait ces actions-là pour les accompagner. Donc, elles devraient être des acteurs de premier niveau. Quand je dis des acteurs de premier niveau, il faut qu'on puisse les impliquer dans la réflexion même des idées de projet que l'on mette en place pour voir quels sont réellement leurs besoins. Il faut également les impliquer dans la mise en œuvre, dans la réalisation de ces initiatives-là et favoriser en eux, développer en eux un certain leadership, leur permettre de prendre en charge elles-mêmes, d'être au devant de la scène. Quand on parle de plaidoyer, d'être au devant de la scène, de prendre la parole, de porter leur voix pour que les autorités puissent les entendre. Voilà, c'est ce que j'avais dit par rapport à ça, en attendant la suite des discussions.
Merci beaucoup, Madame Yaye, pour toutes justement ces recommandations et explications de vos initiatives au programme qu'on peut justement noter au niveau de ces communautés-là, notamment au nord du Sénégal, où vous avez mis en place des initiatives qui justement ont aidé efficacement justement à aider ces jeunes filles-là à pouvoir lutter justement contre la précarité mensuelle. On va passer justement à Monsieur Azilon pour la même question. Si je peux répéter, vous pouvez tout simplement me le dire. Non, non, c'est bon, j'ai la question en tête et tout. Donc, Merci merci beaucoup. beaucoup, Alpha. Oui, donc les approches innovantes pour lutter contre la précarité menstruelle en milieu scolaire qui produisent des résultats, je pense déjà que le fait d'impliquer les enseignants et tout le corps professoral ou administratif dedans, ça aide beaucoup. En fait, ça aide sur la mesure où aujourd'hui, ça permet de dédramatiser cette question-là, ça permet de la démystifier, ça permet de faire en sorte que beaucoup de jeunes, justement, en fait, vous savez, les jeunes, souvent, ils répètent ce que leurs aînés ou leurs pères font. Donc, si aujourd'hui, on vient dans une école et qu'on voit qu'un enseignant, il est très à même, il est très avant-gardiste par rapport à cette question-là, par rapport à une jeune femme qui vient d'avoir ses règles, c'est sûr que au fur et à mesure, ça va donner l'envie aux autres jeunes de suivre cet exemple-là. Donc, pour moi, ce serait déjà l'exemplarité des personnes qui ont en charge justement l'éducation ou l'aspect pédagogique de ces enfants-là. Après, oui, il y a la sensibilisation et la sensibilisation, elle peut passer par le jeu. Pour moi, aujourd'hui, la création de contenu pédagogique est très importante. Comment est-ce qu'on aborde cette question-là? Est-ce qu'on vient juste, on se met face à la classe, on leur dit, ah, vous savez, les femmes, chaque mois, elles ont leurs règles et ça dure. Non, c'est qu'il faut également la création d'un contenu pédagogique adapté, attrayant, qui donne envie aux gens de comprendre, voilà, leur expliquer tout le cycle, voilà, faire des parallèles et leur dire, voilà, ça se passe comme ça, parce que après, c'est ça qui permet aujourd'hui, par exemple, dire aux gens, ah, vous saviez que si les femmes n'avaient pas leurs règles, ben, on ne serait pas tous là dans cette salle de classe. Il n'y aurait personne dans cette salle de classe, on n'existerait pas. Faire comprendre aux jeunes c'est quoi le lien entre les règles et la grossesse, et même aller au-delà de ça. Faire comprendre aux jeunes pourquoi est-ce que les règles, c'est une question de tous, c'est de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, quand un enfant il vient au monde, ce n'est pas juste pour sa maman, c'est pour toute sa famille, et c'est parce qu'aujourd'hui, demain, il va contribuer à la société, donc c'est un investissement qui est fait. Voilà, donc il y a tout plein de choses qui peuvent être faites, par exemple, leur expliquer, leur dire, bah, vous aimez bien tous le foot. Aujourd'hui, si les femmes n'avaient pas leurs règles, peut-être que Messi n'aurait jamais existé, Ronaldo n'aurait jamais existé. Donc il y a ces, nous quand on parle avec les jeunes, on essaie vraiment d'aller dans ces exemples terre à terre là pour leur permettre de... Vous savez, les jeunes, si vous venez aujourd'hui et vous leur parlez d'économie, ils ne vont pas comprendre, leur dire oui, les filles ratent 300 heures de classe. Ils ne vont pas comprendre, ils ne comprennent pas ces enjeux-là. Donc, c'est vraiment aller avec des exemples terre à terre, des exemples de la vie de tous les jours qu'ils sont à même de comprendre et de matérialiser. Donc, c'est vraiment sur ça que nous, on essaie de faire des gender switch. J'ai vu qu'il y a dans certaines écoles, bon, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fera un jour au Sénégal ou en Afrique, mais j'ai vu que dans certaines écoles, la sensibilisation va jusqu'à utiliser des simulateurs de règles pour faire comprendre aux jeunes garçons c'est quoi la douleur que les filles elles ressentent. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça parce qu'aujourd'hui, je me dis c'est trop facile de vouloir se projeter dans quelque chose qu'on ne vit pas. L'empathie, elle peut être développée lorsqu'on n'a pas vécu quelque chose, mais il faut au moins qu'on le ressente un minimum pour pouvoir se dire, ah, OK, voilà. C'est-à-dire que quand on ne ressent pas du tout cette chose-là et qu'on est très éloigné de cette chose-là, c'est compliqué. Donc, j'ai vu des écoles, je pense que c'est en Finlande ou au Danemark, je ne sais plus, qui sont allées jusqu'à introduire des simulateurs pour les chefs d'entreprise, pour les enseignants, en tout cas pour les personnes qui sont en contact direct avec les femmes et qui ont un pouvoir décisionnel. Justement, et c'est ça qui a conduit aujourd'hui à ce que dans certains pays de l'Europe, voilà, de cette zone de l'Europe-là, il y a moins de taxes sur les serviettes hygiéniques, il y a on est même en train de parler de congés de menstrues, alors qu'ici au Sénégal, on est très loin de ces questions-là et tout. Donc voilà, pour moi, c'est toutes ces choses-là qui peuvent justement être faites. Les facteurs qui ont contribué à la réussite de nos initiatives programmes, nous, ça a vraiment été une déconstruction parce que nous, on a fait des actions comme pendant très longtemps, on faisait chaque 3 mois ou chaque 6 mois, on renouvelait le stock de serviettes hygiéniques dans certaines prisons du pays et dans certaines écoles du pays avec lesquelles on avait décidé de travailler, donc à savoir Mariamaba, la prison du camp pénal, 2 écoles à Saint-Louis, justement à Saint-Louis où on a eu à rénover, à construire même, parce qu'ils avaient des toilettes mais qui étaient mixtes. Donc du coup, on a rénové
toilette-là et on a construit d'autres toilettes pour justement qu'il y ait des toilettes séparées. Est-ce que Mme Fatoumata disait tout à l'heure, c'est très important, c'est que nous, très souvent, on y va, pas plus tard qu'il y a moins de 3 semaines, on y était pour s'assurer que, voilà, qu'il y a un bon suivi. Et ce qu'on a dit à l'enseignant, c'est qu'au personnel de l'école, c'est on aura la possibilité, on l'espère, dans les années à venir, de pouvoir faire plus avec vous. Mais sauf que si l'existant, vous n'en prenez pas déjà soin, soyez rassurés que nous, on ne reviendra plus. Parce que ce que nous, on peut faire, c'est mettre à disposition. Par contre, l'entretien, il est de votre responsabilité. Donc, je pense que c'est également des contrats oraux et des contrats tacites qu'il faut nouer avec les populations qui bénéficient de ça. Parce que la réalité, c'est que nous, on ne pourra pas être là-bas tous les jours pour prendre en charge. Et aussi leur faire comprendre, les impliquer justement dans le suivi et dans l'entretien, mais également la préservation justement de ces choses-là. Ce qu'on essaie de faire également là, lors de la journée de la femme, on a eu à faire une présentation au niveau du musée Henriette Bathily où on a reçu plusieurs groupes scolaires à tour de rôle pour leur parler justement des questions de santé sexuelle et reproductive, leur parler des questions de règles. On a participé avec Happy Afrique, justement, qui est notre partenaire parce qu'il confectionne des serviettes hygiéniques réutilisables pendant 2 ans et justement avec tout un guide. Donc, c'est un petit paquet que vous avez avec les serviettes hygiéniques, un guide, du savon qui vous explique comment le laver, comment l'utiliser et tout ça. Donc, on avait des journées de sensibilisation avec eux, justement pour faire comprendre aux jeunes comment on utilise ça. C'est ces serviettes-là qu'on a distribuées à la Maison Rose, au camp pénal, à Maria Maba et tout. Et on a aussi mis en place une carte rose. Justement, et le but de la carte rose, c'est un peu en fonction des besoins des femmes en santé sexuelle et reproductive, mais de prise en charge et de violence et tout ça. C'est une carte rose qui a été faite en partenariat avec Happy Africa et sous couvert de l'ambassade de France, qui répertorie justement toutes ces structures-là, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient associatives, qu'elles soient de prise en charge et tout ça, pour permettre également aux jeunes filles, lorsqu'elles ont des questions qu'elles ne peuvent pas poser à la maison, soit parce qu'elles ont honte de leurs parents ou parce qu'il n'y a pas justement cette proximité-là entre elles et un membre de leur famille, d'avoir quand même accès à cet outil-là pour leur dire, ah, OK, si je veux parler de sexualité, il y a telle association que je peux appeler, il y a telle ligne verte que je peux contacter, etc., etc. Les leçons à tirer de ces initiatives pour passer à l'échelle et avoir un impact national et régional, pour moi, on ne va pas se mentir, la question du financement, elle est importante et elle est au cœur de ces choses-là. On le répète toujours, ce n'est pas le mandat des organisations de la société civile de faire le travail de l'État. L'État est en place pour faire ce travail-là, c'est la raison d'être de l'État. L'État doit, premièrement, prendre ses responsabilités par rapport à ces choses-là. Et ensuite, ce que les associations de la société civile font, c'est d'accompagner, parce qu'on est conscient que l'État ne peut peut-être pas arriver partout et que chacun de nous, au niveau de sa communauté, en fait, aujourd'hui, les organisations de la société civile, si les choses étaient bien faites, elles n'ont pas besoin d'être en train de parcourir tout le pays pour faire un travail. Pour moi, si une OSC ou une association aujourd'hui se retrouve à parcourir tout le pays, c'est parce que l'État est en train de faillir dans ce qu'il doit faire. Les organisations de la société civile n'ont pas de budget conséquent pour les actions qu'elles font. La plupart de nos actions sont sur des dons, sur des fonds, sur des cotisations propres. Aujourd'hui, l'État est l'appareil qui a des ressources financières et opérationnelles pour justement prendre en charge ces choses-là. Si elle ne peut pas elle-même le faire ou n'a pas des avoirs pour le faire, c'est des choses qu'on comprend. Mais du coup, que ces ressources, qu'elles soient financières, opérationnelles ou autres, ou matérielles, soient mises à la disposition justement des organisations qui travaillent sur le terrain, parce que ces organisations-là n'ont pas de quoi faire. Nous, parfois, quand on a fait à Saint-Louis, on a reçu énormément. Parce que vous savez, aujourd'hui, un directeur d'école, il est solidaire de ses autres collègues. On a fait à Saint-Louis, il a montré les photos à d'autres personnes à Saint-Louis et dans d'autres régions et tout ça. Et on a reçu plein d'appels où les gens nous disent « Venez, nous aussi, on a ce besoin et tout. » Les gens nous montraient des toilettes qui n'étaient… Et en fait, il y a des endroits où il n'y a même pas de toilettes. C'est-à-dire, vous allez derrière l'école, il y a une forêt et vous y allez, sauf que du coup, ça fait que tout ce qu'il y a comme maladie environnante qui peut après subvenir. Et donc, les gens font appel à nous. On aimerait bien, mais on n'a pas les moyens de pouvoir faire ça. On peut faire pour une école, 2 écoles par an, mais on ne peut pas faire dans tout le Sénégal. Et moi, franchement, je pense que c'est ça qui pourrait permettre la mise à l'échelle, c'est que l'État prenne ses responsabilités. Et si elle ne peut pas elle-même faire, du coup, qu'elle outille les organisations et les associations qui sont sur le terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jerry, pour justement cette réponse que tu viens de donner. Tu l'as bien mentionné, le jeu pour démystifier la question justement des mensuels, les simulations qui peuvent aussi être organisées, la création des contenus pédagogiques adaptés
ou même encore justement le rôle ou encore l'exemplarité justement du personnel éducatif dans les écoles peut être justement inéluctable pour la résolution de cette problématique, mais encore pour ajouter le rôle principal justement de l'État et du financement aux côtés des organisations de la société civile pour la résolution justement de ces problèmes-là et permettre à la jeune fille de pouvoir tout simplement vivre comme tout un chacun. Je vais passer la parole à Adidjet Kangouli, la responsable de communication du Wati Think Tank. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Merci déjà à tous les participants qui sont là et qui ont répondu présent pour un sujet aussi important que celui-là, qu'on a souvent du mal à aborder. On ne sait pas comment retourner la question parce que c'est très tabou dans nos sociétés. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai une question. Je suis chargée de communication à Wati, comme mon collègue l'a dit précédemment. Je m'appelle Adjet Konkouline et je suis une femme. Donc, oui, j'ai mes règles et je les subis durant tout mon cursus scolaire. Et c'est très intéressant d'aborder ce sujet aujourd'hui parce que, de mon point de vue, je n'avais pas visualisé combien ce petit grain de sable-là, qu'est la précarité menstruelle, peut vraiment pénaliser tout le cursus scolaire d'une jeune fille. Et vraiment, merci Jerry et à tous les panélistes d'avoir apporté des éléments de réponse à ce sujet parce que quand on fait le calcul, effectivement, manquer 300 jours ou 300 heures de cours par année, c'est énorme pour une femme. Et comme tu l'as dit, après, on se plaint du fait que l'investissement, il n'y a pas de retour sur investissement au niveau scolaire des femmes. Donc, moi, aujourd'hui, je sais qu'à Wati, on a un projet sur les priorités de réforme au Sénégal, notamment en période électorale. Et je voulais profiter notamment de la question des éléments de réponse de Jerry pour poser ma question. Parce que lors de notre projet des entretiens, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, aucun chercheur, aucun enseignant-chercheur n'a vraiment abordé ce sujet-là de l'éducation spécifique aux femmes et notamment à la prise en charge de la précarité menstruelle et aussi notamment des douleurs en général qui sont aussi minimisées. Donc aujourd'hui, ma question, vraiment de manière très succincte, est, vous avez parlé de la responsabilité des politiques. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut encourager le gouvernement sénégalais à assumer, ou le gouvernement sénégalais, vraiment tous les gouvernements de la sous-région en général, à assumer leurs responsabilités en fournissant des ressources adéquates pour lutter notamment contre la précarité menstruelle en milieu scolaire? Et quelles mesures est-ce qu'on peut prendre aussi pour garantir que les décideurs politiques soient tenus responsables en fait de cette obligation essentielle? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Quelles sont les mesures qu'on peut prendre et aussi comment est-ce qu'on peut faire un suivi, on va dire ça, pour que vraiment la responsabilité soit maintenue jusqu'au bout et que ce ne soit pas juste marqué dans les programmes électoraux ou autres, parce qu'on sait que bon, la femme, lors de la participation, lors du projet sur la participation des femmes au débat public et au processus électoral, beaucoup de femmes se sont plaintes du fait qu'on les utilisait beaucoup, elles se sentaient beaucoup utilisées lors des campagnes électorales et qu'après, les besoins que les supposés élus leur proposaient, les besoins auxquels ils proposaient de répondre n'étaient pas vraiment répondus. Il n'y avait pas de responsabilité à ce niveau-là. Donc, les femmes sont vraiment une cible électorale aujourd'hui que je trouve personnellement qu'on utilise, mais qu'on utilise pour avoir des voix, etc., parce qu'elles militent beaucoup aussi. Mais suite aux élections, etc., lorsque le président élu ou voilà, la personne qu'on décide de prendre est élue, il n'y a pas vraiment de reconnaissance de ces femmes-là ou vraiment de responsabilité par rapport à ces femmes-là. Donc voilà, ma question en gros. J'espère que vous l'avez comprise. Sinon, je peux l'éclaircir encore plus. Merci. Bon, merci beaucoup à Didier. Et moi, je pense que justement, la réponse même, elle est dans la question. Aujourd'hui, comme je dis, c'est vrai que sur ces dernières années, moi, bon, je ne vais pas dire que je m'attaque beaucoup frontalement au gouvernement, mais c'est que j'appelle beaucoup les gouvernements à leur responsabilité. Moi, je vais vous dire, je suis dans 3 associations différentes qui travaillent sur les questions soit d'engagement des jeunes ou de droits des femmes. Quand on se retrouve lors des journées, lors des journées internationales et tout ça, et qu'il y a des politiques à côté ou des gens du gouvernement, ils saluent le travail, ils félicitent et tout. Ils vont devant les caméras et devant les gens, ils vont prendre des engagements et vous dire, on vous soutiendra, il faut passer nous voir. Vous allez passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous n'aurez pas de réponse. La meilleure réponse que vous aurez, c'est oui, on va vous revenir. On ne vous revient jamais.
Mais quand on a besoin que vous fassiez des choses, on vous appelle à la veille pour dire oui, demain il y a telle chose et ce serait bien que, que les OSC viennent. Et lorsque vous ne venez pas, on dit oui, vous n'êtes pas en train de faire le travail voilà, de consortium qu'il faut. Moi, pour moi, c'est également aujourd'hui en tant que OSC, il faut qu'on tape un peu plus du poing sur la table. En tant que OSC, il faut qu'on tape du poing sur la table parce que ce qu'on fait justement, il faut qu'on accepte déjà que c'est le mandat du gouvernement et que nous, on est en train d'appuyer un mandat. Mais les résultats de ces questions-là ne peuvent pas être basés sur nous. Aujourd'hui, la preuve, lorsque les organismes des Nations Unies ou même des structures comme Watitikton veulent faire des études, vers qui est-ce qu'ils vont pour avoir les chiffres sur le terrain? Ils vont vers les OSC. Et ce n'est pas normal. C'est que l'État même n'est pas en mesure de fournir des chiffres parce que l'État ne va pas dans ces localités-là. De deux, vous avez parlé d'une question très importante. Aujourd'hui, on est en train de voir les campagnes électorales. Les personnes qui sont le plus mobilisées sur le terrain sont des femmes. Et pour moi, en fait, c'est aussi ça. C'est qu'au niveau des bases électorales, justement, les groupements de femmes qui sont là-bas doivent également taper du poing sur la table. C'est aujourd'hui, OK, nous sommes derrière vous, vous êtes notre leader politique, il n'y a pas de souci, mais l'engagement qu'il faut sur le terrain, on l'aura à condition de voir. Moi, j'ai parcouru certains programmes présidentiels. Hein. Je ne vais pas vous mentir, franchement. Bon, déjà, il y en a qui ont fait l'effort de prévoir des choses pour les femmes. Et en fait, pour être dans ce milieu, pour moi, la manière dont ces choses sont formulées même, vous montre que pour certains programmes, c'est juste, bon, on a mis parce qu'il faut mettre pour les femmes. Mais ni la formulation, ni le plan d'action prévu, ni les besoins qu'eux ils jugent prioritaires ne sont les réalités qu'il y a sur le terrain. Et donc, du coup, je me demande à quel moment, là, par exemple, vous avez vu, souvent, j'ai vu qu'il y avait il y avait une table ronde pour les questions environnementales, qu'il y a eu des tables rondes pour les questions du gaz et du pétrole, qu'il y a eu des tables rondes et tout ça, mais il n'y a pas eu de table ronde sur les questions des femmes. Par contre, il y a eu des tables rondes sur les questions des femmes en 2019. Et la question avec nos politiques aussi, c'est que, justement, ils essayent de surfer sur les vagues, sur les vagues du moment. On voit que la question du pétrole et de l'environnement, c'est une vague actuelle. Certainement, les financements des années à venir vont tourner autour de ça. Donc oui, on fait des tables rondes pour ça. La question des femmes en 2019, c'était ça qui était vraiment mis en avant. On a fait une table ronde autour de ça. Donc pour moi, c'est également la responsabilité des gens qui militent dans ces partis politiques-là, à la base justement, de mettre leur leader face à leur responsabilité et de dire, c'est du coup, moi, je suis dans une base politique, moi, je me tue pour que toi, tu sois élu et toi, tu ne prends pas en charge mes besoins primaires, c'est peut-être que justement, tu ne mérites pas tout l'effort que je mets en toi. Et je pense que dernièrement également, il y a quelque chose qu'on dit beaucoup aux membres des organisations de la société civile, c'est de se politiser. Parce que justement, on ne peut pas accepter que des gens qui détiennent les ressources continuent à détenir les ressources et ne tournent pas leur tête vers nous. Et quand je dis se politiser, ce n'est pas forcément vouloir devenir président de la République. Vous avez énormément. En fait, je pense qu'il n'y a qu'en Afrique et au Sénégal où vous avez des gens qui sont déjà des leaders politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Non, l'Assemblée nationale, justement, c'est fait pour qu'il y ait un contre-pouvoir, c'est fait pour qu'il y ait une balance. Donc, ce n'est pas des maires qu'on retrouve à l'Assemblée nationale, normalement. Ce n'est pas des gens qui sont déjà ministres de quelque chose qu'on doit retrouver à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on doit retrouver en majorité des syndicalistes, des gens des associations, des gens des organisations de la société civile, parce que c'est là-bas où les budgets se votent. C'est ces gens-là qui sont sur le terrain, qui savent ce qui se passe et qui savent c'est quoi les vraies réalités. Et moi, tout le temps, chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est ce que je dis à mes collègues, je dis, mais en fait, il faut peut-être qu'un jour, qu'il y ait une liste OSC et qu'on se présente aux législatives ou même qu'on se présente aux municipales. Parce que si on veut avoir un pouvoir d'action, il faut également avoir le pouvoir des ressources. C'est deux choses qui vont de pair. Si le pouvoir des ressources ne nous est pas donné, il faut qu'on trouve un moyen d'aller le chercher. Parce que ça fait des années qu'on essaie de vivre, de faire vivre nos associations et nos initiatives sur le dos de financement. Et on se rend compte que ce n'est pas normal et que ce n'est pas possible parce que justement, un financement n'est pas fait pour faire vivre une initiative. Un financement est fait pour appuyer une action ponctuelle, une activité ponctuelle. On a une campagne de sensibilisation en 2014, OK, on a un financement pour le faire. Les financements, leur but, ce n'est pas de faire vivre nos initiatives et nos associations. Et c'est une réalité. Et donc, du coup, on ne peut pas en vouloir à ces gens-là en leur disant, mais étendez les financements. Non, ils ne peuvent pas. Les personnes qui sont censées prendre en charge, qui sont censées nous faciliter la tâche, c'est nos gouvernements. Et du coup, il faut également qu'à un moment donné, on mette nos gouvernements face à leurs questions et qu'on arrête de se contenter du oui, on fera, oui, on vous tiendra la main, oui, appelez, tout ça, parce que ça ne marche malheureusement pas. Merci beaucoup, Jerry, pour ces éclaircissements justement sur le potentiel rôle que peut jouer justement le nouveau gouvernement, vu que nous sommes à 10 jours du scrutin présidentiel et prendre en compte justement cette question
de l'absentéisme des jeunes filles qui est causé justement par les douleurs et les menstrues. Là, on va prendre deux questions, notamment la question de M. Alioune Ndiaye et celle de Mariama Cissé. M. Alioune Ndiaye, vous avez le micro. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord féliciter Wati pour toutes les initiatives prises depuis un bon moment. Je vous suis et je participe aussi à beaucoup de vos activités, notamment concernant l'éducation. Et je voudrais vraiment vous féliciter et vous renouveler encore ma disposition à vous accompagner dans ces activités-là. Je suis un inspecteur de l'éducation de l'enseignement moyen secondaire, établissement et vie scolaire. Et le thème que vous développez aujourd'hui sur la vulnérabilité menstruelle et la question dans la vie scolaire, notamment pour les jeunes filles, notamment des jeunes filles, est un thème important. Je pense que vos deux panélistes ont cerné l'essentiel de la problématique, mais c'est une problématique qui s'inscrit dans un cadre plus global, en vérité, de la question de la santé et de l'hygiène dans nos établissements scolaires. Je me rappelle quand j'étais encore en activité, il y a une dizaine d'années, et c'était dans un établissement scolaire, un lycée en plein centre de Dakar, le lycée, l'ex-lycée Vanvo, le lycée Lamine Gueye aujourd'hui. Un phénomène s'était répandu qui avait été baptisé rapidement Djinné Maïmouna et qui touchait principalement des jeunes filles qui tombaient en transe. Nous avons été commis en tant qu'inspecteur établissement et vie scolaire par l'inspection d'académie en relation avec une équipe médicale du CHU de Fann pour débriefer la question, aller enquêter, débriefer la question et partager nos conclusions avec la communauté éducative du lycée. Et il était apparu que ce phénomène touchait principalement les filles qui n'avaient pas déjeuné, qui avaient donc faim, puisque le phénomène est apparu vers 11 h, à pareil moment, 11 h midi, et qui étaient pour l'essentiel aussi, qui étaient en période menstruelle. Je crois que c'est un problème extrêmement important. Les différents aspects et les différents enjeux, je crois, ont été assez bien dégagés par la plupart, par vos deux panélistes. C'est la question de la santé et de l'état des toilettes. C'est des questions basiques en vérité. Les toilettes et l'environnement scolaire dans les établissements dans nos pays en Afrique, particulièrement notamment au Sénégal. Ces toilettes sont souvent en nombre insuffisant. J'en ai visité. Bon, quand je venais en visite dans un établissement scolaire, après avoir salué le proviseur ou le principal ou le directeur de l'école, moi, je me dirigeais d'abord vers les toilettes. Et parfois, il n'y en avait pas. Et parfois, il n'y en avait pas assez. Et quand il y en avait parfois beaucoup, parfois assez, eh bien, ces toilettes n'étaient pas nettoyées. Donc, elles étaient en réalité inutilisables. Et c'est un facteur, c'est un frein, c'est un facteur extrêmement pénalisant pour les élèves et particulièrement les jeunes filles. Pas seulement les jeunes filles d'ailleurs, les jeunes filles et les garçons. Donc, il y a là des questions. C'est extrêmement important. La disponibilité des toilettes, des serviettes hygiéniques, il y en avait parfois il n'y en avait pas. Parfois, il y en avait, mais on ne savait pas qui devait les distribuer. Vous voyez, qui devait s'en charger. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de personnel et de formation de ces personnels. Aujourd'hui, dans les établissements, la plupart, 99% de nos établissements scolaires, il n'y a plus d'assistante sociale, il n'y a plus d'infirmiers ou d'infirmières. Il n'y a plus d'assistant, il n'y a pas d'assistant social, il n'y a pas d'infirmier ou d'infirmière. Et il y a là un problème de personnel dédié à ces questions
liées à la santé et à l'hygiène dans nos établissements scolaires. Et comme le dit, je crois que c'est Géry, monsieur Géry, il a raison d'interpeller l'État. C'est le rôle de l'État. C'est les prérogatives de l'État qui doivent s'exercer ici. Quand on construit une école, il faut penser à construire des toilettes séparées, mixées évidemment, ensuite en quantité suffisante. Il ne faut pas mettre 1500 élèves, comme je l'ai vu, avec 4 boxes de toilettes, 2 pour les garçons, 2 pour les filles, exigus. Ça pose un sérieux problème de commodité, de confort, et ça influe sur les résultats scolaires. C'est inévitable, c'est inéluctable. Et c'est donc un problème sur lequel il faudra faire un focus, un plaidoyer sans doute national, interpeller l'État. Les services déconcentrés de l'État, je crois que c'est l'autre panéliste, Madame, qui parlait de l'implication des collectivités territoriales. C'est un aspect extrêmement important aussi. Les structures aussi qui sont à l'intérieur de l'établissement scolaire, il faut faire en sorte que les jeunes filles y soient massivement représentées, le gouvernement scolaire, le conseil de gestion, les clubs et aussi l'association des parents d'élèves. Je pense que si ces structures-là fonctionnent et si, en relation avec les services déconcentrés du ministère, les inspections médicales des établissements scolaires et les inspections de l'éducation, la formation et l'inspection d'académie, qui pourront faire remonter au niveau national un certain nombre de préoccupations, ce sera déjà un pas en avant important. Mais encore faut-il que les établissements eux-mêmes s'organisent et fassent fonctionner leurs instances et qu'il y ait des personnels dédiés. Et ça, c'est effectivement une responsabilité de l'État. Je ne veux pas être beaucoup plus long, mais voilà en tout cas quelques aspects que je voulais partager avec vous. Une partie de mon expérience de terrain pendant 15 ans que j'ai eu à exercer ce métier sur le terrain dans les établissements scolaires. Et je vous assure que ce thème que vous avez choisi, Wati, est un thème important. C'est un thème concret, c'est un thème impactant sur les résultats scolaires. Et il y a là des problèmes, des questions d'équité et des questions d'égalité des chances sur lesquelles il nous faut réfléchir pour pouvoir permettre aux jeunes filles de réussir au même titre que les garçons. Mais en vérité, cette question, elle est englobée dans un cadre global beaucoup plus général qui tient à la vie scolaire, à l'environnement scolaire et dans cet environnement scolaire aux questions de santé, d'hygiène et qui sont extrêmement, qui sont fondamentaux. Qui sont fondamentales, ces questions-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Alioune. C'est toujours important d'écouter les hommes qui ont vécu justement cette expérience-là, l'expérience du terrain, qui savent quoi faire et justement comment procéder justement à la résolution justement de ce problème. Mais avant de passer justement le micro, encore la parole à Monsieur Djiri, on va d'abord écouter la question de Mariama Cissé et par la suite, on donnera justement la parole à M. Djiri et Mme Yaye Fatmata pour justement répondre aux questions. Mariama Cissé, vous avez la parole. Oui, bonjour, chers panélistes, chers modérateurs et modératrices. Également, bonjour à la responsable de communication de Wati. Donc déjà, je vais féliciter cette initiative, ce panel, dont je crois que le thème est très important et je dirais d'actualité aujourd'hui. Donc moi, ce ne serait pas une question, mais plutôt une contribution par rapport à une expérience personnelle. Donc déjà, excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mariama Cissé, juriste en formation et consultante en communication, également membre de la RADDHO de Thiès. Donc, par rapport à mon expérience, je vais d'abord affirmer que ce thème conduit par extension un autre problème au niveau des entreprises. Parce que je dirais que tout à l'heure, M. Djiri a parlé d'un point important, à savoir l'engagement du corps professoral à donner les bonnes informations, les cours d'information collective au niveau des écoles. Je pense que ce manque d'informations-là, par extension, dans les entreprises, se reflète également. Je me rappelle que lors d'un stage
dans une entreprise dont je ne vais pas donner le nom. Alors, j'étais en stage et moi, personnellement, je suis affectée par ces douleurs physiques et je dirais même morales liées aux menstrues. Donc, chaque mois qui venait, j'avais des douleurs, des contractions et autres qui étaient insupportables. Et je me rappelle qu'un jour, voilà, la responsable RH m'a appelé pour me dire, voilà, on voit que lors de votre premier mois de stage, vous vous êtes absenté une fois par rapport donc à vos douleurs et tout. J'aimerais comprendre. Je lui ai expliqué que voilà, moi, c'est depuis toute petite. À chaque fois que j'ai mes menstrues, c'est des douleurs insoutenables qui peuvent me clouer au lit, disons, pour une journée et tout. Donc, je lui ai même dit que quand j'étais à l'école, il y avait quand même cette petite compréhension-là qui faisait que pendant, ou du moins ma première journée de menstru, voilà, j'étais autorisée à m'absenter, il y avait des justificatifs médicaux, etc. Et ce qu'elle m'a répondu est juste le reflet d'un manque, je pense, d'information ou peut-être d'empathie, parce qu'elle m'a dit que voilà, ce ne serait pas possible, malgré les douleurs, ça impacte l'entreprise et il faudrait trouver une solution. Je pense que c'est la réponse que j'ai eue. Et en tant que jeune en stage, je voulais à tout prix voilà, garder mon poste, avoir cette première expérience. Donc, j'ai été obligée de continuer à aller au bureau malgré mes douleurs chaque mois. Des fois, je me clouais aux tables, des fois, j'allais aux toilettes, je me m'asseyais là-bas quelques instants pour revenir. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très, je dirais, de très rédhibitoire à informer, faire des sessions informatives au niveau des entreprises, mais aussi commencer sur le b.a.-ba au niveau scolaire, parce que c'est les élèves d'aujourd'hui qui vont devenir les professionnels de demain. Et si on a vraiment toutes les informations nécessaires ou bien, disons même, d'apporter par exemple des avis médicaux ou de venir avec des professionnels de la santé, de faire des sessions informatives qui feraient que voilà, ce sujet ne serait plus banalisé. Je pense que ce serait très important. Un autre aspect aussi, c'est l'aspect moral, je dirais, parce que même dans les écoles, tout à l'heure, la collègue Madame Ley, je pense, en parlait. Des fois, on peut considérer ça comme un caprice. Parce que si on fait des recherches côté sanitaire, si on fait des recherches sur la santé mentale des femmes, on pourra voir qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. C'est-à-dire qu'avant les menstrues, des fois, le moral est au plus bas, voilà, et c'est cliniquement prouvé. Donc, tout cela, c'est des informations qui devraient accéder au niveau des corps professoral, des élèves, mais aussi au niveau des entreprises, je trouve, pour que ce ne soit plus banalisé de voir que voilà, quelqu'un ne se sent pas bien aujourd'hui, qu'il a le droit de rester chez soi et de revenir dans de meilleures formes. Donc, et pour terminer sur le dernier point, je dirais la dernière contribution, je vais m'en remettre donc au dernier participant qui a notamment parlé de l'utilisation des femmes lors du contexte électoral. Récemment, j'ai eu à modérer un panel sur les défis de la jeunesse face aux prochaines élections présidentielles. Et juste pour vous rassurer, je pense que les femmes maintenant, ou je dirais pas toutes, mais en tout cas la majorité, commencent à être conscientes de cet aspect-là au niveau électoral. Il y avait ce qu'on appelle nos chers Badjanogor qui étaient là-bas et qui ont pu participer et dire qu'elles n'accepteront plus d'être utilisées, qu'elles veulent voir des résultats effectifs avant voilà, de faire confiance à un leader ou bien de donner leur carte ou leur soutien. Donc, je pense que c'est très important aussi que le gouvernement prenne ses responsabilités par rapport à ça et pour que les femmes puissent avoir leur bien-être et leur épanouissement personnel. Donc voilà, c'est juste ces quelques points, cette contribution que je voulais apporter. Et je félicite les panélistes et tout le monde ici présent parce que je pense que c'est une session très informative et j'espère qu'il y en aura d'autres avec des thèmes tout aussi bien importants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariam Assissé. Vous l'avez dit, c'est l'élève qui sera la future professionnelle de demain, c'est-à-dire qu'il y a un pont, tout comme le milieu scolaire est impacté, c'est de la même façon justement que dans le milieu professionnel, les femmes ou encore les jeunes femmes rencontrent encore et encore des difficultés concernant justement cette question qui doit justement qu'on doit justement trouver une résolution très rapidement. Et on va passer justement à Monsieur Diri et Madame Yahi Fatoumata justement pour les dernières interventions ou encore
ou encore les derniers aspects de réponse ou encore les éléments de réponse que vous aimeriez apporter justement à ces deux dernières interventions. J'aimerais remercier Madame Cissé, Mariem, la dernière intervenante, pour le partage d'expérience. Donc, cela montre que nous devons intervenir. Quand je dis nous, c'est tous les acteurs, l'État en premier, intervenir à tous les niveaux, que ce soit dans le milieu professionnel et en premier lieu en milieu scolaire, pour qu'on puisse améliorer ces genres de pratiques qui freinent le développement des jeunes femmes et des jeunes filles. Par rapport aussi à la question que votre chargé de communication avait posée tout à l'heure, à savoir comment encourager les décideurs à assumer leurs responsabilités. Mon prédécesseur Jerry en a déjà répondu, mais j'aimerais ajouter quelque chose, quelques points du moins. Par rapport à ça, moi, je pense que le plaidoyer est incontournable. Tout ce qu'on peut faire, nous, les organisations de la société civile et autres, qu'on peut faire, c'est le plaidoyer. Et ce plaidoyer-là doit être un plaidoyer basé sur les données probantes. D'où l'importance de mener des études, de documenter cette problématique afin de renforcer l'argumentaire par rapport à cela. Il y a également les journées dédiées aux femmes. Par exemple, on vient de sortir de la journée internationale des droits des femmes et tout le mois de mars, on célèbre la femme. Il y a également la journée internationale de l'hygiène menstruelle le 28 mars. Toutes ces journées-là sont des occasions pour nous, les organisations de la société civile, de faire le plaidoyer. Il faut également que les instances, que les structures étatiques ont mis en place. Par exemple, les groupes de travail qui interviennent sur les questions liées à la santé reproductive puissent élaborer des mémorandums qu'ils vont remettre aux autorités, histoire de leur rappeler leurs engagements, mais également leurs responsabilités par rapport à cet aspect crucial de la santé des jeunes filles. Il y a également la question de nos représentants. Qui nous représente au niveau des instances de prise de décision? Ça, je pense qu'on doit en parler. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des commissions, par exemple la commission santé, la commission éducation. Les parlementaires qui siègent dans ces commissions-là devraient pouvoir porter la voix des jeunes filles et parler de ces questions-là au niveau de l'hémicycle. Je pense que c'est ça que je vais ajouter. Merci beaucoup, Madame Yaye Fatoumata. Merci beaucoup, Madame Yaye Fatoumata, pour votre intervention. On va passer à Monsieur Djeri Azulinon et par la suite, je vais passer le relais à la chargée de recherche senior Mariem Cissé pour poursuivre la dernière partie de notre webinaire. Merci beaucoup. Peut-être, Djeri, si tu me permets, avant de prendre la parole, je peux revenir bien sûr sur les interventions de M. Ngaï et de Mme Cissé, mais également nous donner un peu ton dernier message clé, ta recommandation principale la plus importante pour toi, qui ferait que les décideurs politiques et les acteurs de l'éducation de façon générale fassent une meilleure prise en charge de cette question de la précarité menstruelle en milieu scolaire. Oui, donc merci beaucoup. Déjà, oui, je voulais revenir sur l'intervention de M. Ndiaye, que je remercie au passage, parce que je sais qu'on a déjà été dans beaucoup de contextes où justement, quand on est avec des gens qui soit sont dans le milieu éducatif et tout ça, ils n'acceptent pas la réalité, parce que je comprends, personne ne veut accepter que voilà, qu'il y a des carences et tout ça, et déjà, lui, le remercier pour justement pour cela, pour le fait d'avoir accepté ça. L'autre chose également que je voudrais dire, c'est que nous, ce qu'on a beaucoup remarqué dans les écoles et qui était frustrant, c'est que j'ai l'impression que les enseignants sont beaucoup politisés. Du coup, vous allez venir dans une école et pour y mener une initiative, ça va être tout un problème parce qu'ils vont dire, OK, quel parti politique vous soutient? Non, vous êtes venu au nom de qui? Vous êtes... Et en fait, si ce n'est pas quelque chose, si l'initiative ne vient pas d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils vous mettent limite des bâtons dans les roues pour pouvoir dérouler vos programmes. Et donc, du coup, c'est aussi quelque chose à déplorer sur ce niveau-là. Pour revenir sur ce que Mme Mariama a dit, en fait, c'est tellement drôle parce qu'il y a un an, on a fait un documentaire. Et le but du documentaire, c'était à l'approche, je pense que c'était pour le 28 mars ou le 8 mars, une des deux dates.
on s'est rapproché des directeurs RH, des directeurs d'entreprise, mais qui étaient des hommes. Et en fait, le but, c'était de faire un micro-trottoir avec eux et de leur poser des questions sur les menstrues. Est-ce qu'ils comprenaient c'était quoi les menstrues? D'où ça venait? Combien de temps ça durait? C'est quoi les conséquences sur le corps de la femme? Comment est-ce que ça se manifestait, tout ça? Et c'est-à-dire, les réponses étaient tellement catastrophiques qu'on s'est dit, mais en fait, on ne peut même pas se permettre de divulguer ça parce que, voilà, c'est des directeurs d'entreprise, quoi, et que, voilà, même eux, quand ils ont vu, ils ont dit, non, moi, je vais me retirer de ça. Et en fait, c'était une manière aussi pour nous de leur dire, en fait, vous vous rendez compte que dans vos équipes, et la plupart avaient des équipes qui étaient à 50 ou 60% féminines. Et on leur disait, mais vous vous rendez compte que, OK, c'est bien d'avoir des équipes qui sont à 50 ou 60% féminines, mais il faut aussi comprendre c'est quoi les particularités de ce public-là, ce que vous devez mettre en place pour elles, pour que justement elles puissent vivre convenablement leur vie au sein de vos entreprises. Et c'était encore une fois de plus pour dire à quel point le travail de fond, de sensibilisation, il est important. Moi, je pense qu'une des grandes recommandations qui peut être fait aujourd'hui au niveau des instances gouvernementales, c'est vraiment de prendre leurs responsabilités. Parce que, et je parle en connaissance de cause, les ressources sont là, les ressources sont présentes. En fait, si c'était une question de les ressources ne sont pas là, OK, les ressources sont présentes. Pour moi, aujourd'hui, même la question de la taxe, on ne demande pas aujourd'hui de faire en sorte que les lingettes coûtent 100 francs et tout. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une synergie entre les différents ministères. Si aujourd'hui, le ministère du Commerce se rend compte que, en fait, c'est nos pays qui mettent les taxes. Vous voyez, on ne peut pas faire du bénéfice sur tous les produits qu'on importe. Aujourd'hui, il y a une réalité. C'est que oui, peut-être que les lingettes, les serviettes hygiéniques sont tellement utilisées et qu'il y a tellement un grand flux qui rentre dans le pays qu'on se dit, que l'État se dit, il faut qu'on mange de l'argent là-dessus. Non, en fait, ce n'est pas ça. Il faut subventionner. Et si on est fatigué d'importer, il faut soutenir des entreprises locales qui vont produire ou alors soutenir des entreprises qui sont dans la sous-région et qui vont produire. Aujourd'hui, voilà, il y a plein d'entreprises, justement, Happy Afrique, par exemple, qui, si elles sont bien soutenues, peuvent faire de la mise à l'échelle. Vous avez le marché béninois qui est un marché où, en termes de matières premières qui est nécessaire pour justement fabriquer des serviettes hygiéniques qui peuvent vraiment fournir nos pays. En fait, pour moi, c'est vraiment la volonté politique qu'il manque. Pour les organisations de la société civile, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je peux leur demander de plus faire, parce que je sais, en tout cas moi, pour les différentes organisations, que ce soit Kitamba, mais toutes les autres organisations avec lesquelles on travaille ou qu'on voit sur le terrain, qui font un travail monstre avec des ressources très limitées. Et moi, je pense que la seule chose que je peux dire à ces organisations, c'est de les encourager, de les remercier pour le travail qu'elles font. Et je suis sûr que si aujourd'hui beaucoup plus de moyens leur étaient mis à disposition, qu'ils ou elles feraient un travail beaucoup plus, voilà, qui aurait beaucoup plus d'impact que ce qu'on voit actuellement. Donc, c'était un peu ça mon intervention. Merci beaucoup, Jerry, pour ce message et également pour ta participation à cette table ronde, avec des points qui sont clairs et qui sont précis, qui sont très appréciés. Merci également à Mme Yael Fatoumata et à Kitamba pour tout le travail qui est effectué à travers vos différentes organisations, Yeri aussi, Happy Afrique, et certainement d'autres initiatives qui sont mises en œuvre dans d'autres pays de la région ouest africaine qui sont destinées à rendre cette période un peu plus agréable pour les jeunes filles et pour leur permettre de continuer à s'éduquer comme il faut. Et donc, en remerciant tous les participants, je vais donner la parole à M. Babacar Ndiaye, qui est le directeur de la recherche et des publications à Wati, qui va faire le mot de conclusion. Merci à tous. Merci beaucoup, Mariam. Je voudrais également remercier les panélistes pour cette discussion qui a été riche autour de cette question de précarité mensuelle en milieu scolaire. Et je crois que nous venons de voir que c'est une question qui est essentielle, mais qui reste aussi méconnue. Nous sommes heureux aussi de pouvoir échanger sur ces questions essentielles pour les filles en milieu scolaire. Et M. Ali Zinon a indiqué que certaines filles pouvaient manquer 48 jours de cours, et cela montre vraiment l'urgence de poser cette question et que cette question soit aussi traitée dans la société. Nous voulons aussi remercier l'ambassade d'Irlande pour le partenariat sur le thème crucial de l'éducation. C'est un thème qui constitue la base et la priorité de notre partenariat tout au long de l'année 2024. Et je crois que Gilles rappelait tout à l'heure que l'Union africaine a instauré 2024 comme l'année de l'éducation sur le continent. Je trouve que c'est un excellent choix. Et ici au Sénégal, vous en avez parlé, nous sommes dans un contexte, nous sommes en plein campagne électorale et nous espérons que les candidats feront de la question de l'éducation une priorité dans leur programme, mais aussi toutes les questions, évidemment, qui touchent à l'épanouissement des filles en milieu scolaire.
Et je pense que c'est le meilleur moment, avec cette campagne électorale, de mener le plaidoyer et aussi d'interpeller les candidats. Et je pense que M. Ali Zinon pourra faire ce travail de plaidoyer auprès des candidats. Enfin, nous voulons aussi remercier tous les participants pour l'intérêt pour la question de l'éducation. Nous espérons vous retrouver bientôt dans le cadre de nos prochaines tables rondes virtuelles, toujours autour des questions éducatives en Afrique de l'Ouest, notamment les questions liées à l'éducation, mais aussi au financement de l'éducation et à la qualité, et aussi, pourquoi pas, les questions liées autour des technologies et l'éducation dans la mondialisation. Je vous inviterai enfin, pour finir, à consulter toutes nos publications sur différents sites, le site principal wati.org, mais aussi sur nos sites pays, Togo, Guinée, Côte d'Ivoire, Bénin et Sénégal. Et enfin aussi vous inviter à vous abonner à la newsletter de Wati sur wati.org pour continuer à suivre nos actualités et toutes nos publications. Merci beaucoup à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt autour des rencontres virtuelles de Wati. Merci et au revoir. Merci beaucoup, au revoir et bonne fin de journée à tout le monde.